un public de tous âges. Let's go. Hey, je me souviens d'avoir écouté ça, les amis. Ça rend... Légende urbaine. C'est lui! C'est qui, ce gars-là? Le pays étranger, c'est le lieu de toutes nos angoisses. Parce que loin de chez nous, tout peut survenir. Le meilleur comme le pire. Et dans les légendes urbaines, généralement, c'est le pire qui nous attend loin de chez nous. Frédéric Pierre. Hey, je me souviens de ça. C'est l'étrange. Pour être des voyageurs avertis et expérimentés, c'est lorsqu'on se retrouve en pays étranger qu'on est le plus vulnérable. Je vais y aller plus tard avec ma théorie. Elle l'a appris dernièrement. De Québec? Elle séjournait dans un tout inclus. Un soir, elle était saoule et elle s'est perdue sur le site. Un couple bienveillant a contacté la sécurité car la fille ne retrouvait plus sa chambre. No shit. 2 gardiens se sont présentés et ont raccompagné la fille. Le couple est rentré se coucher, bien satisfait de savoir la fille rentrer à sa chambre. Au petit matin, elle était bien là. Les 2 gardiens l'avaient laissée sur son lit, mais après l'avoir violée. Man! Bref, en voyage, il faut se méfier. No shit. Et la fille, dans notre première légende, aurait peut-être dû écouter ce conseil. Elle s'appelait Juliane. Et elle aimait voyager seule car elle pouvait faire ce qu'elle voulait avec qui elle voulait. Cette semaine-là, elle avait choisi d'aller à New York pour faire une virée de shopping, voir des spectacles sur Broadway et sortir dans les clubs. Elle était débarquée dans un hôtel du centre-ville et elle sentait qu'elle allait avoir beaucoup de plaisir. Je me souviens pas de celle-là. La clientèle masculine. Disons qu'elle n'était pas contre la perspective d'une rencontre intime. Ça sent le hashtag MeToo, les amis. On va se le dire, là. Ça tombait bien car en se rendant au bar de l'hôtel, elle a aperçu le beau gars qu'elle avait croisé dans le lobby quelques jours plus tôt. Il était réellement son genre. OK. Il était surtout clairement intéressé. En la voyant, il a souri et a commandé 2 verres. Ils se sont présentés, Juliane et Marc. Arrêtez. Ça sera pas la fameuse histoire du rein, là, que la fille va se réveiller dans un bain avec un rein en moins, là. Come on. Vous allez pas me donner ça, là. Come on. Il a tout de suite remarqué la revue de cinéma dans son sac. Oui, elle voulait devenir actrice et elle s'était inscrite dans une école de théâtre. Sans mieux pas. Ils avaient beaucoup de points en commun. Marc souhaitait devenir réalisateur. Et il avait même fait quelques vidéos pour le web. Selon lui, elle ressemblait à cette actrice très connue qui avait commencé dans les films de série B. Tiens, je suis pas live. Mais maintenant, elle ne jouait que dans des grands films hollywoodiens. Il avait justement téléchargé un de ses premiers films, une histoire d'horreur devenue culte dans le milieu du cinéma. Juliane était assez curieuse. Sans hésiter, elle a suivi Marc jusqu'à sa chambre pour visionner ce fameux film. Elle avait envie de voir à quel point cette actrice populaire lui ressemblait. D'après moi, c'est pas la seule chose qu'elle va le voir dans cette soirée. Chambre, Marc s'est empressé de ranger ses vêtements et quelques traîneries qui encombraient le lit. Juliane le trouvait particulièrement gentleman. Il lui a offert un verre et l'a invité à s'asseoir confortablement avant de sortir son ordinateur portable pour visionner le film dont il lui avait tant parlé. C'est sûr, c'est la seule affaire qu'ils vont regarder. Le film a commencé et Juliane est restée surprise. Il n'y avait même pas de générique de début. Ça commençait sans délai, directement dans l'action. Et c'était réellement médiocre comme qualité. Un vrai film de série B. Juliane détournait le regard tellement c'était épeurant. Ça va être sa vraie victime, dans le fond, là. Elle en profitait aussi pour se coller sur Marc. Il la réconfortait car les scènes étaient franchement épeurantes. Un maniaque pourchassait une fille sans relâche en la menaçant d'un couteau. Marc s'est levé pour lui servir un autre verre. La conclusion du film était particulièrement horrible. Le gars étranglait la fille, prise au piège, dans ce qui semblait être une chambre d'hôtel. Une chambre qui ressemblait étrangement à celle de Marc. Oh, no shit! C'est à ce moment-là que Juliane a reconnu la fameuse comédienne, qui n'en était pas une. C'est son ami. C'était plutôt la réceptionniste qui manquait à l'appel depuis quelques jours. Oh. La réceptionniste qui avait, elle aussi, succombé au charme de l'aspirant cinéaste. Elle va être la prochaine. Sous le choc. Et là, elle a vu Marc debout devant elle, un couteau dans les mains.
Mais ce qui l'a encore plus effrayé, c'est cette lumière rouge qui clignotait à travers sa chemise. Ah, parce qu'il filme à travers? Marc s'apprêtait en effet à tourner la suite de son fameux film culte. Ouais, c'est bon. Cette légende nous parle, c'est avant tout de la nature très organisée des psychopathes. On comprend bien que dans cette histoire, la jeune femme découvre au fur et à mesure qu'il y a eu tout un stratagème qui a été mis en place. Ce stratagème, c'est typique de la psychologie des individus qui sont des tueurs psychopathes, qui sont extrêmement organisés, extrêmement préparés, et qui d'ailleurs conservent des fois des enregistrements, mais aussi des objets fétiches de leurs victimes, que ce soit des souvenirs personnels ou même des choses liées au meurtre qu'ils ont commis. C'est ça que j'aime de cette émission-là. À la fois filmer, à la fois conserver des éléments, mais aussi les montrer. Et c'est là qu'intervient Internet. Internet est devenu un formidable outil, malheureusement, pour ce type de criminels-là, qui diffuse des images, et on l'a vu dans plusieurs dossiers, qui montrent justement les séquences qu'ils ont eux-mêmes enregistrées, des séquences évidemment souvent horribles et insoutenables, mais ça fait partie de leur processus criminel et ça fait partie de leur façon de montrer qu'ils ont une sorte de toute-puissance sur leurs victimes. Ça me fait penser drôlement à Luca Magnotta, si vous n'avez pas connu ce gars-là. Je vous conseille d'aller voir son histoire, c'est assez étrange. Justement, il parlait de l'Internet qui permet à ce genre de psychopathe-là d'être connu. C'est exactement ce qui est arrivé à Luca Magnotta. Lui s'est fait connaître en se filmant en train de torturer des petits chats. Ah, puis sérieusement, moi, le monde qui torture des animaux est tabarnak. Je fais partie, moi, du monde que quand tu tortures un animal, t'es pire qu'un humain. Je sais pas pourquoi, là, mais moi, quelqu'un qui torture un chat... Oh, c'est que j'ai eu de la misère avec ça, sérieusement. Puis Magnotta s'est fait connaître avec ça, puis c'est un tueur assez reconnu au Québec. Me semble il a tué un... C'est-tu à Montréal? Il a tué une couple de personnes? Bref, vous irez voir son histoire, ça m'a fait penser drôlement à ça. Il y a plusieurs cas qui sont assez célèbres. Il y a Karla. Ça, c'est Karla Homolka, un autre sujet assez intéressant qui est relié avec justement Magnotta. Magnotta qui se faisait passer pour l'amant de Karla Homolka. Vous allez voir, il va en parler direct là. Un autre chose qui est arrivée au Québec qui est vraiment, mais vraiment populaire, dis-je, mais bien connu du domaine criminel au Québec. Homolka et Paul Bernardo qui ont filmé et mis en scène vraiment de façon quasiment cinématographique leurs crimes. Avec cette légende-là, on a affaire au phénomène des snuff movies qui est une grosse légende urbaine en soi. Ça, on pourrait parler des snuff movies prochainement si vous voulez qu'on en parle. C'est des choses que je voudrais pas qu'on regarde par exemple, mais on peut en parler. Si vous voulez... Prenez des renseignements là-dessus et laissez-moi des messages. Si vous voulez voir, lui va sûrement en parler direct là. C'est Yannick Desrosiers. Le snuff movie ou la rumeur qu'il y aurait des films qui présenteraient des meurtres va apparaître à partir des années 60 avec le cinéma d'exploitation, puis surtout les années 80 avec des films d'horreur hyper réalistes. Bon, on a traîné des réalisateurs de films d'horreur en cours où ils ont été obligés de prouver que les effets spéciaux qu'ils utilisaient étaient des effets spéciaux et non pas la réalité. D'ailleurs, en parlant de ce genre de vidéo-là, Cannibal Holocaust, si vous n'avez pas connu ça, vous irez voir, c'est assez étrange comme genre de vidéo. Il paraît que le monde, il a fallu qu'il s'explique sur la véracité de ce film-là. Étaient des effets spéciaux et non pas la réalité. Par exemple, avec le film Cannibal Holocaust, où il y a une scène vraiment horrible, on va demander au réalisateur d'aller en cours pour prouver que la scène d'empalement est des effets spéciaux. C'est à partir de ce moment-là que la rumeur des snuff movies va vraiment prendre son essor. Le phénomène va même avoir lieu en 90. Charlie Sheen va tomber sur un film d'horreur japonais, un Guinea Pig, dans lequel on martyrise une femme tout le long du film. Lui, je ne sais pas si c'est en raison des substances qu'il prend, mais il va appeler l'FBI pour se plaindre puis demander à ce qu'on vérifie à ce que la fille en question dans le film n'ait pas été tuée pour de vrai. Sérieux? Donc, le FBI va être obligé d'enquêter, va appeler le réalisateur au Japon et le réalisateur va devoir prouver que l'actrice en question est toujours en vie. Charlie Sheen a fait ça? Sérieux? C'est vraiment malade, ça. Le FBI vont vouloir en avoir le cœur net. Donc, ils vont décider de faire une vraie enquête approfondie pour savoir si les snuff movies existent. On va finir par en venir à la conclusion que les snuff movies n'existent pas. En fin de compte, le premier snuff movie officiel, ce serait le film de Magnotta. Oh my God!
Les légendes mettent souvent en cause des lieux où il y a du mystère de l'inconnu, des rencontres d'inconnus. Les hôtels, par exemple, c'est le cas dans celle-ci. Alors, il y a un adage qui dit « à beau mentir qui vient de loin ». Donc, dans ce type de rencontre très occasionnelle, sans aucune durée dans le temps, on peut s'enjoliver la vie, on peut raconter tout ce qu'on veut, et on peut, malheureusement aussi, jeter des pièges. On peut s'enjoliver la vie? Est-ce que c'est ça que je fais en ce moment, moi, m'enjoliver la vie? Si j'aime comment le monde parle des fois. On continue. Écoute, la chambre, ça me rappelle à quel point on n'est pas si protégé que ça, là. No C'est shit! pas un peu, si protecteur. Des fois, on est en voyage, puis on se sent un peu comme chez nous. Ça fait 2 jours qu'on est en voyage dans un pays, puis on sent que c'est comme notre petite bulle, notre petit chez nous, qu'on recrée très, très rapidement dans cette chambre d'hôtel-là. Mais pourtant, tu sais, même là, il y a des dangers. Il y a une vidéo qui circule régulièrement sur Internet. C'est celle qui montre les minutes avant la mort d'une jeune fille qui s'appelle Elisa Lam, qui s'est noyée dans une citerne d'eau à Los Angeles. Ah, j'en ai parlé! J'en ai Justement, parlé! Il s'agit d'un accident, et en tout cas, c'est ce que l'enquête a conclu. Or, quelque temps après sa mort... Wow! L'enquête n'a pas conclu rien. Depuis quand que c'est un accident? On n'est pas sûr de rien. Une vidéo est ressortie sur Internet et elle est encore disponible aujourd'hui, on peut encore la regarder. Et cette vidéo montre cette jeune fille dans un état très étrange. On la voit sortir d'un ascenseur sur justement la partie supérieure d'un hôtel, à peu de temps avant qu'elle tombe dans une citerne d'eau et qu'elle s'y noie. Et on la voit dans un état de panique et on a l'impression, à regarder cette vidéo, qu'elle a l'air de fuir quelqu'un ou qu'elle craint quelqu'un. Alors, elle est très certainement dans un état de délire, et ce qui explique justement son attitude, mais à regarder la vidéo, tout un chacun peut très bien penser justement qu'elle est poursuivie par un criminel ou par un psychopathe, et donc que finalement, cette mort qui est accidentelle ne l'est peut-être pas tant que ça. C'est ce genre d'éléments-là aussi, avec toute la subjectivité de la vidéo, qui nourrit les légendes parfois, qui restent très longtemps en scène. Oh, mais de quoi que Elisa Lam avait rapport avec ce qu'on vient de voir? Ouais, non, en tout cas, je trouve qu'il pousse un peu loin pour remettre ça avec Elisa Lam, mais quand même, je suis content qu'il en parle, parce que c'est de quoi que je trouve justement que dans les émissions de mystère de même, j'avais jamais vu, parce que j'ai arrêté d'écouter ce genre d'émissions-là. Moi, j'écoutais ça plus dans la jeunesse, et là, on est en train d'écouter la saison 5 de Légendes urbaines, et moi, si je me souviens bien, il y a juste les 2 premières saisons qui est passé à Canal 2. Donc, Chris, ouais, je trouve ça cool de voir Elisa Lam. Je trouve juste pas c'est quoi le rapport avec le vidéo qu'on vient de voir. Mais gars, on va lui donner une chance, on va continuer, puis au pire, je couperai au montage. Fait que, on va continuer, puis on va boire une bière. Buvez donc une bière, c'est. On va s'enjoliver la vie, comme disait le gars. On a plus près de nous le cas de la jeune Ruthia Parson en Nouvelle-Écosse, 2013, se fait violer par plusieurs jeunes garçons, dont un filme le viol, diffuse une vidéo sur Internet. Donc la jeune victime continue d'être ostracisée par son milieu, continue d'être harcelée, les dévalorisée, et puis ça l'a conduit au suicide 2 ans plus tard. Bon. Il y a un cas d'un dossier criminel qui a fait grand bruit ici au Canada, c'est celui de cet artiste maquilleur Rémi Couture, qui mettait en scène des viols ou des crimes, mais qui étaient évidemment du domaine de la fiction, mais qui étaient extrêmement réalistes. Alors, on a été jusqu'à l'accuser, justement, d'avoir, d'une certaine façon, transgressé les règles et d'avoir valorisé l'image du meurtre. Alors, il a été acquitté, mais quand même, ce dossier démontre que on n'est pas toujours très à l'aise avec la mise en scène du crime et avec la façon dont on peut, jusque vraiment très très proche de la réalité, présenter des actes criminels. Moi, il y a de quoi avec quoi je suis pas d'accord en ce moment, c'est les liens que cet épisode-là fait de jumper d'un cas à un autre qui a aucun fucking rapport. Pourquoi encore qu'on parle d'un gars qui s'est fait accuser pour... Ah man, ça a vraiment aucun fucking rapport. Je comprends qu'on parle de snuff movie, mais là, sacrement, un snuff movie, premièrement, c'est une légende. On part d'une légende, on relie ça à un cas comme Elisa Lam qui n'a aucun rapport. Et après ça, on jump au cas d'un gars qui fait des effets spéciaux trop réels pour l'accuser. Non, je m'excuse, mais là, on est all over the place. J'aime pas ça.
soit que c'est l'alcool qui fait que je suis pas, ou soit que j'aime vraiment pas comment ils ont lié chaque événement. Mais je trippe pas à date. Je trippe pas. Pourtant, j'aimais Légende urbaine avant, mais là, je trouve que c'est poussé. Ce qu'on retrouve dans cette légende, en fait, on a une jeune femme qui semble disposée à avoir une aventure sexuelle avec un inconnu. Donc, la morale, c'est de dire attention à ce type de comportement. Voici ce qui peut vous arriver. Donc, avec un inconnu, ça peut vous conduire à votre mort. Alors là aussi, on a un petit peu de connotation moraliste, je dirais, où on veut prévenir les femmes de ce genre de comportement qu'on veut condamner. Tellement insouciant, on va dans des zones où on devient très téméraire, on va dans des endroits où on n'irait pas, on a des comportements qu'on n'aurait pas, on se sent très libre. On dirait, je sais pas, on remet ça entre les mains du bon Dieu du voyage, là, qui nous arrivera rien. Et pourtant, je trouve qu'on se met dans des situations vraiment dangereuses.